Bienvenue au cours en ligne sur le changement systémique. Je m'appelle Akash Balerao. Avec ce module, nous terminerons la dernière partie de notre processus d'élaboration de la stratégie et nous verrons comment utiliser des collaborations puissantes pour réaliser un changement systémique. Participer et s'aligner avec d'autres parties prenantes pour mener une action collaborative peut être un moyen très efficace de transformer en profondeur les systèmes et c'est souvent aussi le seul moyen. Voyons où nous en sommes dans notre voyage. Nous avons conclu la dernière session en peaufinant et en achevant votre histoire du changement systémique. Avant de présenter les exercices de ce module, nous allons partager nos connaissances actuelles sur les types de collaboration qui sont en général les plus efficaces pour réaliser un changement systémique, les éléments clés qu'ils ont en commun et pourquoi ils peuvent être si puissants, les défis qui les accompagnent et certains modèles essentiels pour faciliter les collaborations. Dans votre deck de stratégie finale, ces connaissances vous seront utiles pour effectuer l'analyse des parties prenantes et les exercices du réseau intelligent. Qu'est-ce qui permet à une collaboration d'être une approche efficace du changement systémique? Il existe une différence essentielle par rapport au partenariat transactionnel plus typique. Nous priorisons une vision commune et nous nous alignons sur celle-ci avec les autres parties prenantes clés. Autrement dit, au lieu d'être au centre de la scène, nous créons la scène pour que d'autres s'y réunissent. Et au lieu de nous limiter à imposer notre propre programme, nous co-créons une vision, des objectifs, des stratégies et des initiatives communs avec le groupe. Cette configuration, que nous appelons aussi un réseau intelligent, stimule la copropriété et non pas seulement les transactions entre les membres et combine leurs perspectives, leurs solutions et leur leadership unique pour former une équipe de changement transformationnel. Les collaborateurs peuvent ainsi déployer leur pouvoir collectif et réaliser beaucoup plus de choses que s'ils sont seuls. 1 plus 1 égale 3, si vous le voulez. Cela signifie que notre rôle change également, de celui de leader individuel du changement à celui de facilitateur collaboratif du changement. Et notre paramètre de réussite, qui était d'avoir un plus grand nombre de suiveurs, devient à avoir un plus grand nombre de leaders. Le travail est maintenant partagé, et nous pouvons nous défaire de l'idéal encombrant d'être un héropreneur. En réalité, l'approche héropreneur de la collaboration est un chemin qui conduit à l'échec. Si nous restons attachés à notre vision et à nos propres solutions sans nous ouvrir à celles des autres, nous ne parviendrons pas à instaurer le type de copropriété indispensable à une collaboration efficace et nous passerons à côté de ces autres expériences et apprentissages. Par conséquent, nous devons être capables de lâcher prise et de nous ouvrir, tout en développant des compétences de leadership et des mentalités essentielles à une collaboration efficace que nous étudierons plus en détail dans le prochain module. Nous pouvons maintenant reconnaître certaines choses. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Il y a d'autres personnes qui travaillent pour parvenir à des objectifs similaires. Leurs solutions, leur leadership et leurs perspectives uniques contribuent à accélérer les progrès. Ensemble, nous sommes plus forts et pouvons arriver plus loin que nous ne le ferions tout seuls. Nous pourrons mieux répondre aux besoins de toutes les parties prenantes si notre groupe est diversifié et représentatif du système. Et dans ce cas, notre collaboration peut même conduire de nouveaux systèmes que nous voulions atteindre. Une fois encore, nous pouvons apprécier le pouvoir de l'approche, nous sommes tous des acteurs du changement. En invitant et en soutenant chacun à jouer un rôle et à participer à la création du changement, nous renforçons notre collaboration et la capacité du système à s'améliorer au fil du temps. Plus d'acteurs de changement veut dire plus de gens qui règlent les problèmes et travaillent ensemble, ce qui signifie que l'amélioration du système se fera plus vite et mieux qu'avec une organisation qui assume toute seule cette responsabilité. Il s'agit d'autonomisation et de renforcement de la capacité de changement systémique indépendamment de nous afin que son amélioration continue même sans notre participation. En outre, pour donner un sens au système, nous avons besoin de différentes perspectives sur ce système, car nous ne pouvons pas, à nous seuls, avoir une vue d'ensemble. Un peu comme un aveugle touche différentes parties d'un éléphant et les perçoit toutes comme quelque chose de différent.
En fin de compte, la présence de davantage d'acteurs du changement dans toutes les parties du système et la participation de certains d'entre eux qui représentent toutes les parties et les perspectives du système conduisent à un processus de changement qui se poursuit d'une manière plus équitable, durable et résiliente. Voyons à quoi peuvent ressembler ces collaborations dans la pratique. Nous constatons qu'elles peuvent aller de petites alliances sélectives avec quelques membres qui font avancer ensemble quelques initiatives ciblées, à de grands réseaux divers de multiples parties prenantes avec parfois des centaines voire des milliers de membres qui constituent une multitude d'équipes et d'initiatives pour changer leur système. Il ne s'agit bien sûr que de deux extrémités du spectre, il existe de nombreuses autres formes intermédiaires et d'autres facteurs à prendre en compte. En général, tout groupe dont le nombre dépasse une poignée de personnes dispose d'une équipe de conception qui dirige l'élaboration de la stratégie et le réseau lui-même. Dans les collaborations plus importantes, cette équipe est souvent soutenue par une sorte d'équipe centrale qui aide à gérer et à coordonner la participation des membres à la collaboration. Le réseau lui-même contribue à l'analyse commune, à l'apprentissage, à la validation stratégique et à la hiérarchisation des priorités tout en formant des équipes d'initiative pour co-élaborer et mettre en œuvre des projets spécifiques et des interventions systémiques émergentes de la collaboration. Bien que les applications de l'impact collaboratif soient infinies, certains exemples de l'utilisation courante des collaborations incluent le partage des connaissances et l'apprentissage commun, la diffusion et la réplication des solutions existantes, la co-création de nouvelles initiatives systémiques, la consolidation des systèmes fragmentés et cloisonnés, la définition et l'alignement sur des paramètres de réussite partagés pour un domaine tel que les normes de qualité, et l'influence exercée par le biais d'un plaidoyer ou d'une campagne y compris. L'influence exercée sur certaines parties prenantes résistantes dans des cas où seule une voix collective est assez forte pour être efficace. Par exemple, lorsqu'il s'agit de convaincre un gouvernement de changer une politique ou une grande entreprise de changer ses pratiques. Tous ces exemples montrent une fois de plus qu'on parvient à faire beaucoup plus de choses ensemble plutôt qu'en additionnant les contributions individuelles de chacun. Il ne s'agit pas seulement de mobiliser davantage de personnes, mais aussi d'aligner et de combiner les forces pour obtenir un pouvoir collectif supplémentaire. Il existe de nombreuses écoles de pensée concernant la collaboration et chacune tend à se concentrer sur un aspect différent de la collaboration. Nous vous recommandons donc d'explorer l'approche la plus adaptée à votre cas. Par exemple, les communautés de pratique ont tendance à se focaliser sur l'apprentissage. Les approches basées sur l'impact collectif se centrent souvent sur la prestation de services entre plusieurs prestataires et les laboratoires sociaux mettent l'accent sur l'expérimentation et le prototypage de nouvelles solutions. Un paramètre adéquat pour distinguer les différentes approches de collaboration est le niveau de participation des parties prenantes. À une extrémité du spectre, nous pouvons simplement informer, consulter ou impliquer les parties prenantes, tandis qu'à l'autre extrémité, nous nous engageons dans une véritable collaboration et une co-création profonde à propos de la vision, des priorités et de l'avenir commun que nous voulons construire ensemble. Le modèle des 5 niveaux de participation de co-créative compare ces différents niveaux dans le tableau qui est brièvement présenté ici. Veuillez cliquer sur le lien inclus dans les ressources optionnelles pour une étude plus approfondie. Nous vous recommandons vivement de le consulter pour comprendre à quel niveau vous devez vous engager dans le cadre de votre collaboration. L'approche que nous considérons comme ayant peut-être l'impact le plus transformateur sur un système est la collaboration multi-acteurs, car la convocation d'un réseau diversifié de parties prenantes représentant le système plus large permet la mise en œuvre simultanée de multiples interventions par de multiples acteurs abordant l'ensemble du système plutôt qu'une seule de ses composantes. Il peut en résulter un changement systémique transformateur, durable et équitable au bénéfice de nombreuses parties prenantes, voire de toutes. Il s'agit bien sûr d'une approche particulièrement difficile, mais il existe de nombreux outils, modèles et soutiens disponibles pour y parvenir. Nous avons élaboré un cours en ligne complet sur ce sujet en collaboration avec des acteurs qui ont eu longue expérience chez Crew Creative et appellent à cette approche innovation collaborative.
Ils ont mis au point une série complète de ressources. Un exemple particulièrement remarquable d'une approche de ce type est celui de Jiro Billy Moria, philo d'Ashoka, dont le travail a suivi une voie de plus en plus collaborative jusqu'à la co-création d'un réseau mondial massif. Son organisation initiale, Aflatum, fournit une éducation sociale et financière aux enfants et aux jeunes. Cette approche a commencé à Mumbai, mais au fil du temps, Aflatun s'est étendu à 9 pays différents. Aflatun a créé un réseau de membres affiliés dans le monde entier qui sert de plateforme internationale pour partager les ressources et renforcer systématiquement les capacités de chacun. Ensuite, Jiro a participé à la co-création de Child and Youth Finance International, une coalition mondiale d'acteurs provenant de différents secteurs qui travaillent ensemble sur les efforts de plaidoyer et la promotion de l'éducation financière des enfants dans le monde. Avant que Sci-Fi, Child and Youth Finance International n'atteigne ses objectifs environ 10 ans après sa création et ne ferme ses portes en tant que coordinateur du mouvement, le réseau impliquait 63 000 organisations. 175 pays dont 70 ont changé de politique et de nombreuses organisations internationales telles que l'OCDE, l'UE, l'ONU, entre autres, qui dans leur ensemble représentaient plus de 40 millions d'enfants dans le monde. Cependant, cela n'a pas été une tâche facile. Le processus d'alignement a pris à lui seul plus de 2 ans et leur stratégie collective a subi d'innombrables itérations suite à la contribution de chaque membre. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Jiro et son approche d'honnête courtier, consultez son étude de cas dans les ressources facultatives. Bien qu'il s'agisse d'un exemple extrême en raison de son étonnante portée mondiale, il prouve également qu'une grande complexité peut être surmontée grâce à un leadership collaboratif approprié et qu'un réseau peut se rassembler pour déployer son potentiel de changement systémique à travers une véritable co-création. Dans le même temps, il existe d'innombrables exemples de collaborations similaires avec des groupes beaucoup plus petits et de portée beaucoup plus réduite qui obtiennent également de très bons résultats. Dans l'étude de cas de notre cours, Albina a utilisé une approche collaborative pour atteindre son étape systémique de reconnaissance des droits des collecteurs de déchets par le biais d'une loi. En 2000, elle a plaidé pour une loi nationale visant à officialiser la collecte des déchets, mais malheureusement, cette loi est transformée en une norme technique volontaire car trop d'intérêts s'y opposent. Elle a appris que si elle voulait réussir à faire passer la nouvelle loi, elle devait la co-créer avec tous les acteurs du système pour ensuite la défendre ensemble. Par conséquent, Albina a réuni un collectif de représentants de différentes parties prenantes, dont des responsables municipaux, des représentants des collecteurs de déchets, des experts recommandés par le gouvernement fédéral et les ministres, etc. Albina a fait également appel aux médias et a engagé un journaliste pour former les dirigeants des collecteurs de déchets à la prise de parole en public. Elle a obtenu la participation de l'Association des entreprises exportatrices du Pérou, les entreprises les plus influentes du pays, pour défendre la nouvelle loi. Le jour où la nouvelle loi a été présentée au Parlement, 2000 collecteurs de déchets ont marché vers le Congrès aux côtés des différents municipaux dans ce qu'ils ont appelé la marche de la joie. Cette marche a été le point culminant de son action en faveur de l'officialisation des collecteurs de déchets. La loi a été approuvée à l'unanimité en 2010 et c'est une loi dont tout le monde se sent copropriétaire. Tous ceux qui se sont battus pour cette loi, comme les collecteurs de déchets, ont le sentiment d'être ses co-auteurs. Le ministre a déclaré « Ciudad Saludable, l'organisation d'Albina, nous a convoqués pour promulguer cette loi. Il s'agissait de la première loi de ce type pour les recycleurs dans toute l'Amérique latine et elle a contribué à la promulgation de beaucoup d'autres. Il convient de signaler que dans ces deux exemples et dans la plupart des cas, les équipes qui ont facilité ces collaborations et leur investissement respectifs en temps et en ressources étaient comparativement très petits. Même l'énorme réseau mondial de Child and Youth Finance International n'avait besoin pour fonctionner que de 12 employés en moyenne, voire moins, avec un budget d'1 demi-million à 1 million d'euros. Les petites collaborations n'ont généralement besoin que d'une fraction des ressources pour prospérer. Comme c'est généralement le cas avec les stratégies de changement systémique,
On peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Bien entendu, la collaboration n'est pas exempte de défis qui doivent être relevés pour qu'elle soit efficace. Bien qu'elle tende à être moins coûteuse sur le long terme, elle nécessite un investissement initial en temps et en ressources qui peut être plus difficile à obtenir. En outre, pour être réellement efficace, elle requiert aussi la construction de relations et la participation de parties prenantes sensibles, une approche réfléchie du processus adaptatif, un certain dévouement, la capacité de diriger au-delà des frontières organisationnelles, culturelles et politiques. Il ne s'agit certainement pas que de réunir des personnes dans une salle ou de suivre un processus linéaire étape par étape. Une grande partie de la démarche consiste à faciliter la découverte et l'adaptation et à être capable de revenir en arrière en cours de route. Au fond, le plus important pour un véritable processus de co-création reste de faire confiance aux membres du groupe et de faciliter l'émergence de ce que le groupe veut et nécessite, comme le disait Jérôme Bilomaria dans notre exemple précédent. Il est temps de présenter brièvement 2 modèles empruntés à notre cours élaboré avec Co-Creative qui aident à clarifier cette approche des processus de co-création. Tout d'abord, les 4 agendas de la collaboration. Connecter, aligner, apprendre et réaliser. Recommandations résumées sous l'acronyme CALM selon ses sigles en anglais. Ces recommandations découlent de nombreuses itérations de réponses à la question « Que faut-il faire pour collaborer efficacement au changement systémique ?» Il s'agit d'agendas dont nous devons tenir compte pour promouvoir des collaborations efficaces de changement systémique. Chacun d'entre eux devra très probablement être abordé à un moment donné dans votre processus de collaboration. C'est à vous d'évaluer et de déterminer avec votre groupe le rôle que chaque agenda doit jouer et le moment où il le fera. Le premier agenda de collaboration concerne la connexion entre les personnes en établissant des relations de confiance. Établir des liens entre les personnes, aider les gens à développer des relations de confiance au-delà des frontières organisationnelles, sectorielles, politiques et culturelles qui souvent nous séparent et interfèrent avec le travail commun, voilà le premier agenda de collaboration. Le deuxième agenda de collaboration concerne l'alignement des intentions partagées, c'est-à-dire toutes les personnes impliquées dans la collaboration sont dans la même salle pour la même raison et il faut qu'elles soient alignées sur un objectif commun. Le troisième agenda de collaboration consiste à apprendre à se connaître et à connaître le système plus large que nous voulons changer. Cela signifie emprunter le chemin d'un apprentissage partagé pour comprendre collectivement ce qui se passe dans un système et identifier les points d'intervention possibles. Tous les acteurs ont probablement beaucoup appris sur une partie du système, mais ils peuvent ignorer complètement ce qui se passe dans d'autres parties de ce système. Cet agenda vise à créer une image partagée de l'ensemble du système dans la mesure du possible. Le modèle de l'histoire du changement systémique peut s'avérer utile ici. Le quatrième agenda de collaboration concerne l'élaboration d'interventions stratégiques et de solutions. C'est ici que les choses deviennent réelles et que nous pouvons effectuer des actions concrètes, et que nous créons réellement le meilleur système dont nous avons besoin. Cela complète notre acronyme pratique CALM. Il existe bien sûr d'autres agendas qui peuvent être importants dans votre travail, comme un agenda de guérison ou un agenda de soutien, alors soyez attentifs à ce qui peut s'avérer être nécessaire pour vous. Pour explorer les 4 agendas plus en détail, consultez le lien dans nos ressources supplémentaires. Le deuxième modèle que nous allons présenter brièvement est la feuille de route de l'innovation collaborative qui décrit un processus de collaboration possible depuis la phase initiale jusqu'au stade de maturité du réseau de collaboration. Le parcours réel sera naturellement différent à bien des égards. En termes de temps, par exemple, il se peut que dans le cas d'une petite collaboration, le passage à l'action ne prenne que quelques mois, alors que pour certaines grandes collaborations, cela peut prendre 1 an ou 2. Néanmoins, toutes ces collaborations passent en général par un processus similaire à celui indiqué dans la feuille de route. L'ordre et le rôle de chaque élément dans le parcours d'une collaboration dépendent en dernière instance du contexte et de ce que le groupe veut et nécessite. Bien qu'il soit tentant de considérer le parcours comme un processus linéaire étape par étape, il s'agit en réalité de guider une vision, une analyse et une stratégie émergente commune en évaluant constamment lequel des 4 agendas
est le plus nécessaire à un moment donné. Dans notre feuille de route idéalisée de l'innovation, nous nous alignons d'abord sur une vision partagée avec notre groupe initial de collaborateurs. En effet, une intention de travail bien définie nous aide à trouver les personnes qui sont en phase avec cette intention. Une fois que nous avons fait le travail d'alignement sur une vision commune, nous nous connectons avec un nombre croissant de parties prenantes dans le système. Ensuite, nous nous focalisons sur l'apprentissage du système que nous souhaitons changer et, enfin, nous concevons et élaborons des solutions pour faire avancer le changement de manière concrète avant de mettre le travail à l'échelle. Ce modèle est tellement nuancé et approfondi que nous ne pouvons pas l'aborder dans son ensemble ici. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de le consulter en détail pour vous faire une idée du voyage qui vous attend, y compris des étapes et des phases clés qui le jalonnent. Vous en trouverez le lien dans les ressources. Il est maintenant temps de mettre cet apprentissage en pratique et de vous demander avec qui vous voudriez collaborer pour atteindre vos objectifs de changement systémique. Vous trouverez la section spécifique dans votre cahier d'exercice de stratégie avec des lignes directrices précises sur la façon de les remplir. Prenons quelques minutes pour considérer les lignes directrices les plus importantes pour nos 2 prochains exercices qui se complètent l'un l'autre. Nous commencerons par une analyse assez simple mais complète des parties prenantes pour dresser la liste détaillée de celles qui ont un intérêt dans le changement systémique visé, de manière d'avoir une vue d'ensemble et de n'oublier aucune partie prenante importante. Nous examinerons également leur motivation et le rôle qu'elles pourraient jouer dans la collaboration. Sur la base de cette liste détaillée et de cette analyse, nous pourrons ensuite sélectionner les parties prenantes à impliquer dans la collaboration en créant une liste plus réduite dans notre prochain exercice. Commencez par dresser une liste détaillée de toutes les parties prenantes qui vous viennent à l'esprit. L'idéal est de les répertorier avec le nom de leurs institutions. Si vous n'êtes pas encore sûr de celles que vous devez inclure, vous pouvez utiliser une catégorie générale de parties prenantes comme les fournisseurs ou les régulateurs. Pour ce faire, posez-vous les questions suivantes. Qui travaille ou pourrait travailler sur les scénarios ou les étapes concernant un changement systémique similaire au vôtre? Qui est actif dans votre système plus large et peut-être même dans des systèmes adjacents? Qui pourrait influencer ces parties prenantes et par conséquent être une partie prenante indirecte? Qui n'aborde pas encore activement le problème mais est quand même affecté par ce dernier? Dans ce cas, plus c'est mieux. Une réflexion avec d'autres personnes permet généralement d'ajouter de nouveaux éléments à la liste et de trouver des alliés potentiels inattendus. Deuxièmement, réfléchissez à ce qui les motive et à ce qu'ils pourraient apporter à une collaboration. Troisièmement, définissez ce que pourrait être leur contribution à cette collaboration. Quel rôle peuvent-ils jouer? Enfin, utilisez une classification simple pour une première hiérarchisation de leur importance. Qui pourrait être le plus important pour la collaboration? Qui est déjà assez aligné ou assez important pour participer et serait, par conséquent, un collaborateur utile pour commencer? Quelques conseils rapides pour trouver vos parties prenantes. Dressez la carte des parties prenantes pour l'ensemble de votre histoire du changement systémique. Reprenez les exercices précédents comme votre arbre à problèmes pour vous en inspirer. Quelles organisations ou personnes sont affectées par les conséquences du gros problème? Qui est actif dans le système racine que vous avez choisi et dans les systèmes voisins? Qui est affecté positivement ou négativement par des résultats changeants de votre modèle des 5 R? Faites attention aux parties prenantes non évidentes. Par exemple, les amis et les membres de la famille des bénéficiaires sont souvent des spectateurs influents, voire des alliés. Les compagnies d'assurance pourraient bénéficier de l'impact que vous souhaitez obtenir. Il se peut que d'autres acteurs profitent de votre changement systémique visé sans que vous vous en rendiez compte au départ. Passons à notre deuxième exercice. Il est maintenant temps de construire votre réseau intelligent sur la base de votre analyse des parties prenantes. L'objectif est de sélectionner, à partir de votre liste détaillée de parties prenantes, une liste réduite des collaborateurs les plus importants et les plus aptes à s'engager dans la collaboration. Tout d'abord, placez au centre l'étape, le scénario ou le changement systémique visé qui pourrait devenir l'objectif commun autour duquel vous souhaitez rallier vos parties prenantes. En premier lieu, placez au centre l'étape, le scénario ou le changement systémique visé que vous avez choisi. Ensuite, examinez de près l'objectif choisi et votre analyse des parties prenantes. Quels acteurs doivent travailler ensemble pour progresser vers cet objectif? Qui serait motivé et pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre?
Sélectionnez les organisations que vous considérez les plus importantes pour atteindre l'objectif et la collaboration souhaitée et placez-les autour du centre. Enfin, vous pouvez inclure une distinction visuelle entre les personnes avec lesquelles vous avez déjà collaboré auparavant et celles avec lesquelles vous ne l'avez pas encore fait pour vous rappeler de les contacter à la prochaine occasion. Voici quelques types généraux de parties prenantes à considérer. Vous trouverez d'autres détails à leur sujet dans les feuilles de travail ainsi que dans les ressources avec un lien vers l'article pertinent de Bloom Indies intitulé « Cultivez votre écosystème ». Fournisseurs de ressources, ils assurent la continuité de l'activité. Concurrents, pour coordonner et aligner. Organisations complémentaires et alliés, ils soutiennent naturellement votre cause. Bénéficiaires et clients, pour ne pas perdre le contact avec ce qui se passe sur le terrain. Opposants et fauteurs de troubles, pour ne pas perdre de vue vos ennemis. Les spectateurs affectés ou influents, une catégorie fourre-tout pour un soutien supplémentaire potentiel. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, comme des observateurs indépendants qui pourraient être les gardiens du processus et surveiller les progrès. Quelques conseils pour choisir les parties prenantes. D'abord, concentrez-vous sur le plus petit groupe des parties prenantes les plus significatives qui, dans leur ensemble, pourraient co-créer et faire progresser la vision commune. Cela vous permettra également d'assurer que le groupe développe le type de culture collaborative dont vous avez besoin dès le début. Dans le même temps, faites participer tous ceux qui sont nécessaires et pas seulement vos partenaires habituels, même s'ils ne soutiennent que l'objectif et non pas vous directement. Veillez à renforcer votre groupe à travers une diversité de parties prenantes et une représentation des principaux acteurs du système. Pour parvenir à un changement systémique durable et équitable, il faut que tous les acteurs du système soient autour de la table, comme nous l'avons dit ci-dessus. En travaillant ensemble, vous pourrez donner un exemple clair de la représentation du système que vous voulez atteindre. Très bien, ce sera tout pour le module 6. Grâce au modèle dont nous avons discuté et aux exercices que vous avez effectués, vous disposez des bases nécessaires pour exploiter le pouvoir de la collaboration en tant qu'élément essentiel de votre stratégie de changement systémique. Dans le prochain module, nous explorerons l'aspect personnel du travail systémique et de la collaboration en examinant les compétences et les mentalités clés en matière de leadership. Prenez soin de vous et bonne chance dans vos collaborations. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans notre prochain module.